just want you to know one thing. I'm not a monster. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Somewhere over the rainbow. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au top des films de 2023. Vous avez vu mon top des films international, maintenant nous allons parler du top francophone. Oui, le cinéma français semble plus ambitieux dans cette année 2023. C'est d'ailleurs pour ma part une grande surprise, car en général, la plupart des films français ne se retrouvent pas forcément dans mes tops. À l'heure où le cinéma américain a du mal à se renouveler, le cinéma français, lui, francophone, commence à vouloir aller au-delà, multipliant les propositions. Bienvenue pour le spectateur. 2023 a été une excellente année pour ma part concernant le cinéma, que ce soit à l'international ou même francophone, contrairement à mes confrères qui biberonnent eux aux films de super-héros, qui ont trouvé cette année très fade. Et ben moi c'est totalement le contraire. Je vais commencer par une mention honorable avant de commencer ce top. Il aurait pu se finir dans les tops, mais vraiment le film je pourrais pas le revoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Le consentement. Alors je voulais revenir dessus car c'est un film vraiment perturbant et en même temps c'est aussi son but, nous dégoûter de cette relation, ce malaise. Alors, de ce côté-là, le film est réussi. Il y a même la mise en scène qui reste très intéressante. Les mains, par exemple, sont souvent filmées afin de symboliser l'emprise de Gabriel Matzieff envers Vanessa. C'est d'ailleurs aussi très travaillé sur l'affiche. Le film a plutôt bien marché auprès des jeunes grâce à TikTok, ce qui paraît surprenant même pour l'équipe qui n'en revenait pas. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, si ça peut faire revenir les jeunes au cinéma. Jean-Paul Rouve en est glaçant, je comprends pourquoi il avait du mal à défendre le film et pourquoi il avait du mal à se regarder. Car honnêtement, c'est également mon cas. Je n'ai pas vraiment envie de le revoir. Par contre, je comprends parfaitement la nécessité de faire un tel film. Et c'est parti pour le top francophone, les loups. Et on va commencer avec le numéro 6. Je nous vois dans nos vieux jours se bercer en campagne. On dirait à la campagne. Hey, beauté! Tu vas être ma femme, c'est pas négociable. Numéro 6, simple comme Sylvain. Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c'est le coup de foudre. Les opposés s'attirent, mais cela peut-il durer? Alors c'est pas vraiment que cette question, il y a d'autres questions qui sont abordées dans le film. Alors c'est un film québécois qui aura un peu des manières à la Xavier Dolan, mais Monia Chokri arrive tout de même avec une certaine signature. Ici on parle de couple, mais surtout notre rapport à l'amour et le sexe. Ici, on les différencie par les deux personnages masculins. L'un sera amour philosophique bourgeois et intellectuel, et l'autre sera physique et corporel. Ces deux envies, ces deux oppositions, sont mis en scène sur le personnage de Sophia, qui en plus de ça est professeure de philosophie, ça tombe bien, dis donc. Elle va s'interroger sur ses désirs, de se mettre en danger affectif, cherchant à comprendre ce nouveau désir d'ailleurs, et par ses oppositions sociales et intellectuelles, la réalisatrice va mettre en avant les clichés et préjugés parfois dans l'humour, parfois dans le drame.
Finalement, rien n'est simple, hein, comme l'indique le titre, rien n'est manichéen. Les personnages sont parfois humiliés dans leur prise de décision, et vu qu'on parle d'adultère, on est forcément face à ses propres contradictions. La mise en scène parle plus que les mots ou les engueulades, d'où mon parallèle à Xavier Dolan. La morale finale est assez dure mais réaliste. Je ne connaissais pas du tout le cinéma de Monia Chokri, je la connais plus en tant qu'actrice, dans Les Amours imaginaires par exemple, ou Réparer les vivants que j'avais beaucoup aimé. Bref, affaire à suivre, je pense continuer avec Monia Chokri pour ses prochains films. Numéro 5. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord? Numéro 5, Yannick. En pleine représentation de la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard, Yannick se lève pour interrompre le spectacle pour reprendre la soirée en main. Alors je ne suis pas forcément adepte du cinéma de Dupieux, mais Yannick, j'avoue, j'ai adoré. Tout repose sur Raphaël Quenard, et on va revenir sur cet acteur qui sera sûrement le prochain à gagner un César. Mais c'est naturel, en totale opposition aux acteurs de théâtre qui jouent continuellement un rôle, même en dehors de la pièce qu'ils jouent. Le personnage de Yannick est là pour rappeler d'où viennent les gens de la vraie vie. Évoquer la question du divertissement, pourquoi le public se déplace dans un théâtre ou au cinéma. Ce film évoque aussi la question du public et son rapport aux œuvres. Qui décide d'un scénario? Doit-on faire plaisir au public pour raconter une histoire? Mais surtout, est-ce que aller dans le sens du public va vers une bonne histoire, un bon film? Le film n'y répond pas vraiment, mais nous fait poser au moins ces questions qui semblent essentielles aujourd'hui. Il nous fait poser des questions sur des acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs qui ont peur de leur public. On n'obtiendra jamais un bon film, en tout cas le film nous évoque la chose. Rappelez-vous en 2015, au cinéma où les studios américains refaisaient des films des années 80-90 pour faire plaisir au public sans comprendre une seule seconde le scénario de base. Star Wars épisode 7, Terminator Genesis ou encore Jurassic World. Yannick évoque ces questions de façon très théâtrale certes et très symbolique. Bref, c'est très intéressant et prenant. Et d'ailleurs c'est très court, Yannick vaut le coup de curiosité. Pour vous dire, le film dure à peu près dans les 1h06. Foncez, vous perdrez pas votre temps. Numéro 4. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Numéro 4, le règne animal. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animal, François fait tout pour sauver sa femme, touché par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Alors film inattendu, pour moi je l'attendais absolument pas, et pourtant je sens les influences de Thomas Kellet, réalisateur du film. Il fait partie de ces films ambitieux de cette année. Je leur dis encore, le cinéma français est en train de changer vers un cinéma beaucoup plus exigeant. Au point où cette année, les effets spéciaux sont une nouvelle catégorie au César. Et c'est tant mieux. Les influences de Cronenberg sont évidemment présentes. On pense forcément à La Mouche, par exemple la scène avec les ongles devant le miroir et le corps qui se transforme, laissant place à l'animal, délaissant sa propre humanité. D'autres parallèles sont aussi présents, comme le racisme déguisé dans cette pandémie, rappelant aussi un autre fait que nous avons vécu il y a peu de temps. Parfois l'acting laisse à désirer, j'avoue, parfois un peu long sur certaines séquences, mais que ça fait du bien de voir ce genre au cinéma français et prendre des risques pour faire venir les gens au cinéma. Reste la mise en scène qui adopte des astuces pour éviter le grotesque, mettre certains effets dans le flou ou en arrière-plan, laissant place parfois à la suggestion et qui fonctionne grandement dans le long métrage. Un mot d'ailleurs sur ces effets spéciaux et le maquillage qui va même pour moi jusqu'à concurrencer le cinéma hollywoodien. Bref, jetez-y un coup d'œil et redites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Numéro 3. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. Numéro 3, je verrai toujours vos visages. Depuis 2014 en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et des auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs de sécurité encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. On délaisse les effets spéciaux pour du drame, un film se reposant sur des témoignages et pour moi c'est une réussite totale. Je dois avouer avoir appris pas mal de choses sur la justice restaurative où le concept, en toute honnêteté, j'avais un petit peu de mal à comprendre son fonctionnement et surtout sa réussite.
Mais le film parvient à nous rendre empathiques quel que soit le point de vue. Et d'ailleurs, Raphaël Quénard, mais oui, encore lui, offre une courte prestation mémorable sans parler, juste avec le regard, et moi, pour ma part, ça restera en mémoire. Les autres acteurs sont tous exemplaires et sont dirigés d'une main de maître par Jeanne Henry, fille de Miu Miu et de Julien Clerc, une artiste à suivre. Et on va passer maintenant au numéro 2. Numéro 2, Vermine. Face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont devoir survivre. Alors le synopsis il reste assez simple mais efficace. Réalisé par Sébastien Vanissek, retenez bien son nom car il vient de réaliser son premier film, qui est Vermine, et qui dépasse même mes propres attentes. Et il sera d'ailleurs réalisateur du prochain Evil Dead. Comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur arachnophobie dans un épisode de film inculte, et l'une des forces du film, qui faisait que ce film était culte pour moi, et me faisait vraiment frissonner, car oui en plus je suis arachnophobe, c'était l'utilisation de véritables araignées à l'écran. Pas dans tout le film évidemment, mais on sent clairement le fait qu'elles soient réelles à l'écran. Ici l'utilisation de vraies araignées se sent clairement, et même avec l'utilisation des effets spéciaux, ou aussi du numérique, fonctionne tout du long. J'étais en angoisse totale, la mise en scène est maîtrisée jusqu'à même l'écriture qui est loin de tenir sur un post-it. Ce film mériterait carrément toute une vidéo sur le sujet, mais en tout cas, le long métrage m'a séduit, un grand film d'horreur fantastique assurément, et j'espère que les Césars le récompenseront comme il se doit. Numéro 1. I'm innocent, you know that, right? Numéro 1, évidemment, Anatomie d'une chute. Sandra, Samuel et leur fils, malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis 1 an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée, malgré le doute, suicide ou homicide. 1 an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. La mise en scène sera au cœur du film pour raconter un procès sur un meurtre ou un accident. La chute d'un couple, la chute d'un mari, la chute d'un amour, la chute d'un amour d'un fils, tout sera disséqué par la caméra et la maîtrise de Justine Triet. Alors oui, on en fait peut-être un peu trop d'ailleurs sur le film, car il multiplie les prix qu'il a pu recevoir, mais je dois avouer que ce n'est pas forcément volé pour autant. Je crois même qu'en le revoyant ou en s'attardant sur une scène ou une autre, il y a toujours à commenter. Par exemple, l'utilisation du français ou de l'anglais reste très intéressant dans le film. Sandra Hüller, qui en ce moment à l'affiche de la zone d'intérêt, quitte sa langue maternelle, qu'est l'allemand, pour le français, mais avec un texte qu'elle a préparé pour le juge et sa défense, sauf que lorsqu'elle se retrouve parfois piégée ou mise à mal, elle retourne à l'anglais comme un refuge. Une sacrée prestation pour l'actrice trilingue. Mais d'autres éléments sont aussi exemplaires. La justice est aveugle et le fils de l'accusé, s'appelant Daniel, l'est aussi. Alors, ce qu'il ne peut analyser par l'image le sera par le son. Et parfois, le son peut trahir également. Comme la scène de la dispute du couple qui sera entendue juste avec le son, mais qui sera mis en flashback, seul du film d'ailleurs, avec les différences notables à l'image. Les points de vue peuvent nous donner des indices. Leur histoire familiale aussi. Ou même certaines conversations avec l'avocat. Car si on doute, comme Daniel, en tant que spectateur, de l'implication de l'accusé, celui du fils est le plus important. Le doute d'un fils envers sa mère est même plus violent que le verdict en soi. Un grand film assurément, porté par des acteurs et une réalisatrice de talent. Et maintenant comme prévu, le top des films de 2023, quelle que soit la catégorie. Numéro 17, Le Garçon et le Héron. Numéro 16, Super Mario Bros. Numéro 15, Simple comme Sylvain. Numéro 14, Yannick. Numéro 13, John Wick, chapitre 4. Numéro 12, Le règne animal. Numéro 11, A Good Person. Numéro 10, Je verrai toujours vos visages. Numéro 9, Babylone. Numéro 8, Mars Express. Numéro 7, The Killer of the Flower Moon. Numéro 6, The Creator. Numéro 5, Vermine. Numéro 4, Anatomie d'une chute. Numéro 3, Spider-Man Across the Spider-Verse. Numéro 2, Aftersun. Et numéro 1, Oppenheimer. Il s'agit évidemment d'un top personnel, encore une fois. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, je serai ravi de vous répondre et d'échanger avec vous.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.